il accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la libre antenne d'Europe 1. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour démarrer ensemble ce week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Lauriane et Thomas attendent vos appels au 39 21. Vous nous appelez pour aborder tous les sujets qui vous touchent ou qui vous préoccupent. Hier, le monde entier s'est ému de la disparition d'Aretha Franklin. La reine de la soul music s'est éteinte à l'âge de 76 ans. Elle avait connu d'immenses succès musicaux. Ses titres sont devenus de véritables standards et notamment cette fameuse chanson « Respect ». Elle avait juste changé quelques mots du morceau original d'Otis Redding pour le transformer en un véritable hymne féministe. Cette chanson qui au départ racontait l'histoire d'un homme qui demande à sa femme un peu de respect le soir lorsqu'il rentre du travail. Aretha Franklin en a fait l'histoire d'une femme qui exige de son mari le soir lorsqu'il rentre du travail juste un peu de respect. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de se respecter les uns les autres et même parfois il nous arrive d'avoir du mal à se respecter soi-même. Simplement parce que l'on veut faire plaisir ou bien parce que l'on craint de faire de la peine ou tout simplement parce qu'un sentiment de honte ou de culpabilité nous envahit subitement. Aussi est-il essentiel d'apprendre à se respecter. C'est une condition sine qua non pour envisager des relations apaisées. Nous attendons vos appels au 39 21 pour échanger sur le respect et sur tout le reste. Lauriane et Thomas attendent vos appels. Vous savez que vous pouvez réagir et intervenir dans cette émission par SMS en envoyant vos messages au 7 39 21 et en commençant par le mot nuit. Il vous est également possible de réagir par mail à partir de notre site internet europe1.fr. C'est Nicolas Godet qui réalise ce soir cette émission. Bienvenue sur la libre antenne d'Europe 1, votre libre antenne. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et c'est Sophie qui a composé le 39-21. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Comment allez-vous ? Comme ça. Comme ça ? Ah bon ? Qu'est-ce qui vous amène sur notre antenne ce soir ? Dites-moi. J'ai appelé parce que je viens de rompre avec ma famille. D'accord. Il y a combien de temps que vous avez rompu avec votre famille ? Depuis la fin du mois de juin. D'accord. Quand vous parlez de rompre avec votre famille, Sophie, vous parlez de qui exactement ? Enfin, je parle de ma mère, de mon frère et de ses enfants. Les enfants de votre frère ? Oui, oui. Donc vos neveux et nièces, c'est ça ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin pour déclencher cette rupture ? Enfin, c'est parce que y a eu une humiliation de trop, quoi. Parce que, si vous voulez, au début, quand je suis née, ma mère a pris 2 ans de congé sans solde et m'a donné à garder à mes grands-parents. Et puis, moi, je connaissais pas mes parents. Et puis, un jour, mon père est arrivé, et j'étais à 4 pattes, il m'a écrasé la main, et il m'a crié dessus en disant « tu pouvais pas la mettre ailleurs ». Donc, après, je savais bien qu'il fallait que je retourne avec mes parents. Et donc, je m'enfonçais des stylos dans la gorge jusqu'à saigner beaucoup pour pas y aller. Puis à la fin, il a bien fallu que j'y aille. Et donc, mon grand-père, il pleurait. C'était vos grands-parents maternels ou paternels ? Maternelle. Maternels. Et votre grand-père pleurait parce qu'il voulait pas vous voir partir, c'est ça ? Oui. Et quel âge avez-vous aujourd'hui, Sophie ? 57 ans. 57 ans. Et votre papa, qu'est-ce qu'il est devenu ? Et donc, mon père, il est mort. Donc, il nous frappait. Et mon frère, lui, il a pratiqué le déni. C'est-à-dire, il a toujours, quand je disais qu'il nous frappait, il disait non, c'est pas vrai, tout ça. Et en fait, il a essayé de me discréditer toute sa vie pour pas que que si je le disais,
il puisse dire que c'est pas vrai, puisque de toute manière j'étais pas crédible, quoi. Donc il m'a humiliée comme ça tout le temps. Et moi, par contre, j'ai pas pratiqué le déni, j'ai pratiqué l'autodestruction, quoi. Et comment ça s'est concrétisé, cette autodestruction? L'alcool. Et lui est resté une personne très valorisée, puisqu'il ne boit pas. Donc il fuit les losers comme la peste pour se faire croire qu'il a réussi sa vie, quoi. Vous parlez de votre papa ou de votre frère? Non, de mon frère. De votre frère, oui. D'accord. C'est un grand frère ou un petit frère? C'est un grand frère. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Il a 62 ans. 62 ans. Et lui, pour lui, quand vous parlez de votre enfance avec lui, pour lui, tout va bien? Pour lui, c'est pas vrai. D'accord. Voilà. Et par rapport à l'alcool, Sophie, vous êtes sobre aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Comment vous avez fait pour en sortir? En fait, je suis pas en addiction par rapport à l'alcool. Ça me prend, je bois jusqu'à tomber dans le caniveau, parce qu'on boit ou on boit pas. Mmh. Et donc, là, je bois pratiquement plus. Hein. Je n'ai plus de crise comme ça. C'est déjà une bonne chose. Donc, en fait, mon frère n'a rien fait dans la vie, quoi. Il n'a rien fait, il n'a pas travaillé, il a eu une femme pour travailler, une femme pour passer le permis. Et donc, en fait, et ma mère ne vaut pas mieux. Hein, donc, tout ça, c'est les mêmes. Un jour, mon frère a amené sa thèse à ma mère. Et donc, j'ai appris récemment, j'ai dit, elle était bien sa thèse. Elle dit, j'ai pas ouvert le livre, c'était une belle couverture, mais je l'ai pas ouverte. Donc, je suppose que suite à ça, il a jamais rien fait. Et donc, lui m'a humiliée tout le temps. Il m'a frappée aussi. Votre frère vous frappait aussi? Oui, il m'a frappé une fois. Il m'a blessé à l'oreille. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin pour que Au mois de juin, donc il y a eu un débat sur une personnalité que j'aime bien. Donc il s'emporte, il n'a pas d'argument. Il hurle de me taire. Je peux plus parler à personne ni à mon fils. Il me dit de me taire, et ensuite on entre à la maison et j'ai fait une petite blague. Il s'est mis à hurler contre moi, que je n'y connaissais rien, enfin peu importe le sujet. Et donc j'ai pris mon fils, on est parti. Et je veux plus les voir parce que ma mère me dit de me taire alors que je dis rien, je me fais crier dessus, quoi. Et si je comprends bien, Sophie, c'est la première fois que vous coupez les ponts comme ça? Oui. Et quel âge a votre fils aujourd'hui? 29 ans. Il a 29 ans. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de tout ça? Il est handicapé. De quel handicap souffre-t-il? Il a une psychose infantile. Ah oui, d'accord. Et son papa, comment il va? Son père va bien. Enfin, on est séparés, mais bon, ça va, il est assez sympa. Il continue de le voir? Oui. Et donc là, il est en hôpital de jour ou comment ça se passe? Oui, il est en Belgique. Il est en Belgique, d'accord. Et là, il était avec vous, là, ce jour-là? Oui, il est avec moi, et puis de toute manière, ils peuvent humilier sa mère devant lui, puisque de toute manière, il ne réagira pas. Donc ils peuvent. S'il faisait 2 mètres et qu'il avait quelque chose, il ne dirait rien. Et alors, comment vous vivez cette rupture avec votre famille aujourd'hui, Sophie? Eh bien, justement, je ne fais que penser, ressasser à ces humiliations passées. Et donc, elles sont exacerbées, vous comprenez? Et comment ça se fait qu'elles soient exacerbées, d'après vous? Parce que je sais que je ne les reverrai plus, ces gens, et donc tout me remonte. Là, pour vous, c'est... Vous ressentez au fond de vous que c'est une rupture définitive, hein? Oui, je me demande même pourquoi ça a duré aussi longtemps. Mais oui, c'est une bonne question. Comment ça se fait, d'après vous, que ça a duré aussi longtemps? Je ne sais, parce que je suis une victime. Je ne sais pas. Là, manifestement, vous n'êtes plus une victime, parce que vous avez pris une décision forte, et c'est une décision, pour le moment, que vous maintenez depuis 2 mois. Oui. Et ça, si je comprends bien, c'est la première fois. Oui. Donc ça me semble être quelque chose de plutôt positif et admirable. Quelle était la fréquence de vos rencontres avec votre maman et votre frère auparavant?
Tout le temps, au téléphone, tous les jours. Tous les jours, ouais. Tous les jours. Et puis, c'était une autre personne, ma mère, quand je la voyais, quoi. C'était une personne qui, quand mon père me frappait, mon père me jetait par terre, me donnait des coups de poing dans la figure en disant « je vais la crever », et disait « ma mère jette toutes ses affaires », elle le faisait, elle disait jamais rien. Ouais. Une fois, il a frappé mon frère, il lui éclatait la tête sur le lavabo, et elle dit « bon, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire, faut y aller », quoi. Des trucs comme ça. Et les services sociaux n'ont... Bon, vous savez, chez les ouvriers, il n'y a pas de services sociaux. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est-à-dire qu'on le lendemain, on retourne à l'école comme si de rien s'est passé. Oui, justement, dans les écoles, il y a des assistantes sociales qui sont là pour surveiller justement que les enfants n'aient pas de traces de coups et blessures. Oui, mais il n'y en avait pas, alors. Il n'y en avait pas? Non. Et quand votre frère, par exemple, se fait comme ça martyriser contre le lavabo, ça ne se voyait pas? C'était en vacances, donc je me rappelle plus, ça se voyait. Moi, j'avais 8 ans, donc... oui, bien sûr. De toute manière, il aurait tout fait pour le dissimuler aux autres. D'accord. Puisque maintenant, il le nie encore, en plus. Vous parlez de votre frère ou de votre père? Non, mon frère le nie. Oui. Parce que j'ai demandé à mon neveu qu'est-ce qu'il raconte de notre père. Il dit que c'était un homme dur, mais je lui dis non, il nous frappait. Donc, et puis mon neveu, donc ce sont des enfants rois qui hurlent, qui insultent leur mère, elle vient d'en faire, et donc mon frère, leur père, est un feignant qui n'a jamais rien fait, et il fait de ses enfants, de son fils, surtout un enfant à son image, un feignant qui ne fait rien, enfin qui est violent, moi j'ai parlé avec lui le 30 juin, il tremblait, il avait envie de me frapper. Votre frère ou votre neveu? Mon neveu. Ah, votre neveu avait envie de vous frapper aussi? C'est les mêmes. Oui, manifestement, quand je vous entends, vous avez bien fait de mettre de la distance. Merci. Oui, bien sûr. Simplement, là, quand je vous entends, Sophie, vous avez l'impression que le fait d'avoir coupé, finalement, déclenche... une espèce comme ça de réaction, toutes ces humiliations reviennent finalement de façon très vivace. Oui. Et en plus, faut que je vous dise que j'ai reproduit sur mon fils la même chose. C'est-à-dire? Je l'ai frappé. Beaucoup? Non. Mais assez, je l'ai fait tomber et je lui ai mis des coups de pied. Ah oui. Ah oui, effectivement. Quel âge avait-il? 8-9 ans, et puis j'ai arrêté. J'ai arrêté. Il y a beaucoup de violence dans tout ce que j'entends, c'est sûr. Oui. Ouais. C'est que ça. Et vous êtes séparés du papa de votre fils depuis combien de temps? Depuis plus de 20 ans. 20 ans. Depuis 20 ans, d'accord. Oui. À l'époque où vous le frappiez, justement. Non, en fait, je le frappais après. Je l'ai frappé après. D'accord. Après la séparation. Et puis lui-même se faisait frapper à l'école. Ah oui. Bon, là, maintenant, ça se passe bien en Belgique. Oui. Maintenant, bon. Maintenant, je le surévalue, mon fils. Et pour vous, la vie, Sophie, en dehors de la famille, comment ça va en ce moment? Je suis dans une période de flottement. C'est-à-dire? Pour l'instant, je ressasse. Bon, et après, va bien falloir que je prenne un virage, j'espère positif. Quel genre de virage aimeriez-vous prendre, Sophie? Bien, je suis en train de passer mon permis, si ça peut donner du courage aux autres. Très bien, d'accord. Ouais. Et puis, je voudrais partir en province, pour me rapprocher de mon fils. Et oui, bien sûr, vous allez dans le Nord. Oui. Oui, bien sûr, oui. Comment ça se passe aujourd'hui, la vie? Vous avez un travail? Non, je n'ai pas de travail. Vous n'avez pas de travail? Non. Depuis longtemps? Oui, enfin depuis 5 ans. Depuis 5 ans? Je fais du bénévolat, j'ai arrêté, j'apprenais le français aux étrangers. Ah oui, c'est admirable, ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, vous avez arrêté, ça? J'ai arrêté, oui. Comment ça se fait? Parce que mon collègue arrive en retard, pianotait sur son portable, puis même les élèves téléphonaient. Alors bon, je lui ai dit, ça suffit.
Donc si je comprends bien, là, vous êtes en plein changement, vous avez coupé les ponts avec votre famille depuis 2 mois, Oui. et là vous êtes dans un projet de déménager, d'aller dans le Nord, Oui. pour vous rapprocher de votre fils. Oui. Tout ça, ça semble extrêmement positif. Est-ce que vous avez des projets professionnels? Ben non. Non? Non. N'aimeriez pas en avoir? Si. Si. Mm. Et comment ça se fait que vous n'en formuliez pas? Ben, en fait, je veux pas tomber à faire des ménages encore. J'ai le dos un peu en marmelade, quoi. Mmh. Et donc, j'aimerais peut-être créer une entreprise, pourquoi pas. De nettoyage? Non, non, quelque chose. Mais il faut trouver l'idée qui peut plaire. C'est-à-dire? Je ne sais pas. Vous savez pas? Et d'un point de vue affectif? Non, il n'y a pas d'affection. Il n'y a pas d'affection? Non, Non? non. Depuis combien de temps? J'ai mes 3 hommes, les 2 premiers se sont suicidés, le dernier s'est fait assassiner en 2013. Ah oui. Il y a le papa de votre fils là dans le... Non, le papa de mon fils, je l'aimais bien sûr, mais lui, il n'est pas dans... Je ne le compte pas. Lui, vous ne le comptez pas? Je l'ai beaucoup aimé, hein, mais c'était moins fort, disons. C'était moins fort, d'accord. Alors, vous êtes séparés depuis 20 ans? Oui, à peu près. Hein? Votre fils a 29 ans, donc vous l'avez eu à 28 ans. Oui. Et ces trois hommes, vous les avez rencontrés quand, alors, en fin de compte? Le premier, je l'ai rencontré à 23 ans, le deuxième à 40 ans, et le dernier, on allait se connaître quand il s'est fait assassiner. Vous ne vous étiez pas rencontrés encore? Non. Vous étiez en relation... Internet. En digital, d'accord. Oui. D'accord. Il s'est fait assassiner, ce monsieur? Oui. Vous savez dans quel genre de circonstances? Oui, tout à fait. Il était chez lui, moi j'étais pas là, donc il pianotait, il m'envoyait des messages, et le soir quand je suis revenue, je lui ai envoyé un message, qu'est-ce qui se passe? Ça m'inquiétait et tout, donne-moi des nouvelles. Et pendant ce temps-là, il est monté chez ses voisins, donc sa voisine était une femme frappée, donc il l'avait défendue à plusieurs reprises, et puis donc il s'est cru légitime par la solitude de vouloir bien aller lui parler. Seulement il y avait le monsieur aussi, donc ensuite ils sont redescendus chez lui en prétextant de boire un verre, et comme il avait plein de CD, ils se sont dit on va le voler, et puis on va les revendre pour se faire de l'argent. Et puis ils ont bu et ils l'ont tapé pendant 4 heures, et puis ensuite il s'est relevé, il a essayé d'appeler à l'aide, il a enjambé sa fenêtre, ils l'ont défenestré. Ah oui, c'est effrayant, oui. Et c'est votre dernière relation finalement en date? Non, après j'ai fait des bêtises, j'ai rencontré des gens que je n'aimais pas, voilà. C'est tout à fait destructeur. C'est destructeur? Oui. Et aujourd'hui, vous êtes sur un élan plutôt constructif, justement, c'est plus tellement destructif. Hein, vous avez coupé les ponts avec ces personnes qui ne vous respectaient pas, justement. Hein, manifestement votre frère, votre maman, vos neveux. Vous êtes dans un projet de déménager. Oui. Et vous n'envisagez pas de peut-être rencontrer une relation satisfaisante? Eh bien, pour l'instant, je n'envisage rien parce que je n'éprouve rien. Alors que il y a quelque temps, j'envisageais sans éprouver. Donc c'est mieux comme ça. Vous pensez que c'est mieux comme ça? C'est mieux de ne pas aller vers quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment, quoi. Oui, ça, bien sûr. Toutefois, ça peut être aussi agréable de construire quelque chose à deux. Oui, mais bon, pour l'instant, c'est l'amitié que je privilégie. Ah, ça veut dire que vous avez des amis? Oui. D'accord, vous êtes entouré? Oui. D'accord. Bon, si je comprends bien, ça va... Vous diriez, si on vous posait la question, Sophie, vous diriez que ça va
plutôt bien en ce moment, l'existence ou... Ça va encore mieux après vous parler. Ah tant mieux. Tant mieux alors, ça fait plaisir ça. Mais oui, bien sûr. Hein. Écoutez, je crois que ça peut parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Hein. C'est vrai que les relations familiales sont parfois difficiles, voire très difficiles. Et notamment, bien sûr, hein, quand les enfants sont marqués par la violence, hein, là, en l'occurrence un père maltraitant, c'est vrai que c'est extrêmement douloureux, hein, ça laisse des stigmates longtemps. Et évidemment, hein, c'est toujours, il est fréquent de voir, je vous parlais des services sociaux tout à l'heure, hein, les éducateurs, les travailleurs sociaux expliquent bien que souvent les enfants essayent très très longtemps de maintenir la relation, hein, avec leurs parents, même quand ils sont maltraitants. Parce que voilà, il y a un lien très très fort avec les parents et en même temps, c'est vrai que lorsque les parents sont trop toxiques, parce que trop maltraitants, parce que voilà, ils ne sont pas en capacité, hein, de développer des relations autres que des relations maltraitantes. À ce moment-là, même si c'est très triste, la meilleure des solutions, en tout cas la moins mauvaise, c'est de faire manifestement ce que vous avez fait au mois de juin, Sophie, c'est de suspendre la relation. Hein. Bien sûr. Hein. D'accord. Même si c'est difficile, hein, on peut prendre l'image d'une main. Voilà, on a tous deux mains, on a 5 doigts à chaque main, et quelqu'un qui se blesse, même au petit doigt, va avoir envie de faire un pansement pour que le petit doigt guérisse. Toutefois, si la plaie ne guérit pas et qu'elle s'envenime, il arrive parfois des extrémités qui imposent de devoir couper le doigt. Oui. Même si c'est difficile, on aimerait bien garder évidemment son doigt, mais à ce moment-là, les médecins disent là quand même, il faut être raisonnable, il faut couper, parce que si vous attendez, l'infection va se propager, vous risquez de perdre votre main. Oui, voilà. Donc, même si c'est difficile, même si c'est parfois la mort dans l'âme, eh bien, c'est vrai qu'on est parfois obligé de couper. Voilà, même avec un père, même avec un frère. On aimerait, bien sûr, qu'il se passe autre chose, mais c'est toujours la problématique majeure, en réalité, dans les relations, c'est que il faut quand même être deux pour que ça se passe bien. Il faut quand même que l'autre fasse une partie du chemin. Et si l'autre ne fait pas sa part, même en étant très très fort, même en étant expert, et même en étant plein d'amour, d'être seul, ça ne suffit pas. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie ? Oui, c'est bien, oui, c'est ça. C'est ça ? Oui. Est-ce que peut-être on peut, à ce moment-là, suspendre notre échange là-dessus, alors ? Oui, bien sûr. J'espère que ça a pu donner quelque courage aux personnes. Ben, je le souhaite aussi, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous souhaite, Sophie, avant qu'on se sépare pour ce soir ? Une belle vie à mon fils. Ça, c'est très touchant. Je souhaite de tout mon cœur une belle vie à votre fils et aussi à sa maman, évidemment. Je vous remercie, alors. Merci, Sophie. Au revoir. Au revoir. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et juste avant de retrouver Océane, quelques réactions par SMS pour Sophie. Merci pour tous ces messages de soutien que vous lui avez envoyés. Vous envoyez vos SMS au 7 39 21. Commencez bien vos messages par le mot nuit et vraiment beaucoup de messages de soutien. J'en prends quelques-uns comme ça. Une dame qui dit voilà, bonsoir, j'ai eu le même vécu et voilà, j'ai rompu tout contact avec toute ma famille et c'était des personnes maltraitantes physiquement, psychologiquement et c'est une vraie libération. Et puis une autre personne qui dit qu'effectivement, voilà, c'est la seule chose à faire. Là aussi, elle a vécu la même chose et même si c'est difficile, il faut bien se dire que ça n'est pas
notre faute dans ces cas-là, c'est la famille qui est maltraitante et c'est la faute de la famille. Une autre dame encore, un monsieur, pardon, qui souhaite courage à Sophie, qui voilà lui aussi dit qu'il a connu cela. Merci mille fois pour toutes ces réactions que je ne peux pas toutes lire, hélas, mais vraiment, voilà, Sophie, si vous nous entendez toujours, vraiment, vous êtes soutenue. Et nous retrouvons maintenant Océane. Bonsoir Océane. Oui, bonsoir, monsieur... Jean. Monsieur Jean. Comment allez-vous ? Ça va, écoutez. En fait, moi, je me permettais d'appeler pour deux choses. En fait, si vous voulez, j'ai 37 ans. Ça fait 20 ans que je fais de la dépression. D'accord. Qu'on a détecté que je prends des cachets, en fait. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, à ma voix... on va pas entendre, on va pas s'en rendre compte. J'ai un gros manque de confiance en moi. J'ai toujours voulu relancer suivant mes parce qu'il fallait changer de traitement quand même souvent, parce que j'ai eu beaucoup d'hospitalisation. Et bon, c'est vrai que chaque fois que je commence un nouveau travail, j'ai une grosse anxiété. Et bon, je me donne trop à 200%. C'est ce qu'on me dit, c'est pour ça que je ne tiens pas. Et j'avais une question, vous ne pourrez pas forcément y répondre, mais quelque chose qui m'interroge, c'est que je me dis, bon, avant, c'était quand même, je sais qu'il fallait le cacher vraiment. Aujourd'hui, il faut le cacher au niveau des emplois. C'est-à-dire surtout, on ne dit pas qu'on déprime. On fait de la dépression. À éviter, quand on voit le médecin du travail, on évite de dire ce qu'on prend, parce que si on dit qu'on prend du Tranxène, on ne peut pas conduire. Aujourd'hui, c'est interdit de conduire avec du Tranxène, alors qu'avant, c'était autorisé. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas faciles. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'évolution et de recherche à ce niveau-là, au niveau de cette maladie. Parce que c'est vrai que bon, on a des petits moments où ça va stagner, ça va. Et puis après, des grosses chutes. Et on chute petit à petit, en fait. Mais après, on tombe très bas, quoi. Et voilà, je me dis, la société encore aujourd'hui est pas prête. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des personnes, donc il y a déprime et dépression. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, je vous rejoins, je vous écoute, Océane. Oui. Voilà, il y a déprime et dépression. Donc déprime, bon, il y a eu un élément déclencheur au niveau du travail. J'ai rencontré des personnes dans les hôpitaux qui discutaient. Et après, ils repartaient. Donc ils arrivaient à repartir, ils arrivaient à résoudre ce problème. La dépression, moi, je ne sais pas, on n'a pas trouvé d'où elle venait. J'étais suivie par différents psychiatres, psychologues. Mais psychologues, ça fait un an, voilà, ça fait depuis 2017 que je n'ai pas vu. Okay. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que la psychologue, elle n'était pas là pour le dialogue. Elle me l'a répondu. Je lui ai dit, mais écoutez, il n'y a plus d'échange. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avancer dans la vie parce qu'on est obligé d'aller travailler, c'est sûr. Et financièrement, on n'a pas le choix. Mais on a moi j'ai un gros frein, c'est-à-dire que là, ça fait depuis avril 2017 où je faisais que dormir toute la journée et la nuit. Et du coup, plus envie de voir personne, très difficile. Bon, vraiment la grosse chute. Sinon, c'est une façade. On se crée une carapace, c'est une façade, quoi. Mais je trouve plus pour retrouver ma confiance en moi, en fait, pour me dire je vais attaquer, je vais recommencer un nouveau travail. Et non, je suis pas nulle. Là, comment ça se passe, Océane, en ce moment? Vous êtes sans travail? Oui, pour le moment, oui, parce que là, j'ai vraiment chuté depuis un an et demi. Oui. Donc, j'étais vraiment en état incapable de travailler. Donc, vous êtes sans travail ou vous êtes en arrêt longue maladie? Non, j'avais pas de travail. D'accord. Je pouvais pas du tout assumer. Donc là, j'en ai retrouvé un. Donc je vais
Voilà, c'est un CDD d'1 an. D'accord. Mais toujours le même rituel, c'est-à-dire que je suis dans le médecin du travail. Je peux pas dire ce que je prends, ce que j'avale comme cachet, parce que je n'ai pas le droit de conduire, je n'ai pas le droit, puis ça peut jouer, voilà quoi. Alors bon, là-dessus, alors peut-être pour répondre à vos différentes questions, c'est Anna, avant de poursuivre notre échange sur ce que vous décrivez concernant la recherche sur la dépression. Il y a beaucoup de recherches sur la dépression. Alors peut-être qu'évidemment ça ne va pas assez vite. Peut-être que ça n'est pas satisfaisant quand on est du côté de la maladie, bien sûr. Toutefois, il y a un moment de recherche sur la dépression dans la mesure où c'est une maladie mondiale. Il y a énormément de personnes touchées par cette maladie. Oui, c'est impressionnant. Oui, c'est énorme. Et même quand on regarde justement le nombre de personnes qui traversent dans leur vie une phase de dépression, c'est une proportion qui est considérable et qui ne va pas en diminuant. Et par conséquent, tous les laboratoires de la planète font beaucoup de recherches sur le sujet et la médecine, la psychiatrie font beaucoup de recherches. Après, encore une fois, c'est vrai que quand on est du côté de la maladie, les progrès ne vont jamais assez vite. Et puis, vous l'avez très très bien décrit, Océane, ça reste une maladie qui est très handicapante, la dépression, et qui notamment est difficile par rapport à sa récidive. C'est-à-dire que le problème de la dépression, et c'est pour ça, là vraiment, c'est très très important, on ne le dira jamais assez, dès qu'une personne a des soupçons, il faut absolument consulter au plus vite son médecin traitant ou un psychiatre, parce que on observe, les psychiatres, les psychologues observent, quand on fait de la recherche sur le sujet, que plus le premier épisode dépressif est traité de bonne heure, et plus vite il guérit, et surtout plus rares sont les récidives, les rechutes. Voilà. N'est-ce pas ? Et ce qui est compliqué, c'est que, lorsque donc on prend un petit peu tard la dépression, déjà c'est plus difficile, c'est plus long à guérir, et ce qui est embêtant, c'est qu'à ce moment-là, les cas de rechute, en pourcentage, en proportion, sont plus importants, et donc on retraite à ce moment-là ce deuxième épisode dépressif, et pour toujours éviter le troisième. Et ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, à partir d'un certain nombre de rechutes, il devient vraiment difficile de sortir de cette maladie. Et manifestement, c'est ce que vous connaissez. Donc moi, bien sûr, dites-moi. Je me permettrai juste par rapport justement à la recherche, c'est pas parce que c'est qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai été traitée, je m'en suis aperçue, mais je pensais que c'était l'adolescence à 14 ans, et à l'adolescence, donc je me suis dit je suis pas bien, c'est l'adolescence. Donc j'ai été traitée par médicaments à partir de 17 ans. Et si vous voulez, j'ai fait le tour des médicaments, mais vraiment le tour. C'est-à-dire qu'avec tous les hôpitaux, les cliniques que j'ai fait aux alentours, vous pouvez me citer un médicament, je vais les connaître. Et si vous voulez, il y en a un qui est sorti en 2016, je ne sais plus antidépresseur que c'est. Ça n'a pas marché. Mais je me dis au niveau du cerveau ou des choses comme ça, peut-être qu'il y a des choses qui existent, je ne sais pas. Moi, j'en ai parlé à mon médecin traitant qui m'a dit non, sinon on vous l'aurait fait faire depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'au niveau médicaments, on tourne toujours autour des mêmes. Et après, on s'habitue. Moi, je sais, maintenant, je travaille avec mon médecin traitant et je lui dis, est-ce qu'on n'essaye pas ça ? Voilà, on travaille comme ça. Parce qu'à force, on les connaît tous, quoi. C'est là où je me dis, il faut pas que fonctionner par les médicaments, je suis d'accord, mais c'est là où je me dis, la recherche, elle en est où ? Oui, bien sûr. Je vous rejoins. Vous savez, la dépression et d'une façon même encore plus générale, la psychopathologie en général, ça reste encore un peu un mystère. On est très fort, si vous voulez, pour cartographier les problématiques.
Donc il y a différents manuels qui existent. Le plus connu, c'est le DSM. Il y a plusieurs versions. C'est le DSM 5 qui est valable aujourd'hui. C'est un répertoire de tous les troubles psychopathologiques qui existent. Donc c'est important parce que ça veut dire que les psychologues et les psychiatres du monde entier parlent le même langage. Donc ça veut dire qu'un dépressif en France, il sera dépressif aux USA, il sera dépressif en Espagne, parce que on a vraiment le même langage, la même grille d'analyse et de lecture. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La façon de traiter ces troubles, là aussi, ça va vers une espèce d'uniformisation. Pour autant, dans votre cas, Océane, c'est vrai que je ne peux pas ne pas le rappeler. Vous m'avez parlé de psychiatres et de psychologues. Ce qu'on observe dans la recherche aussi, c'est que les médicaments aident à la guérison de la dépression, les psychothérapies aident aussi à la guérison de la dépression, et surtout, on observe que c'est lorsqu'on associe les deux, c'est-à-dire à la fois un traitement médicamenteux et un travail en psychothérapie, c'est dans ces cas-là qu'on observe le moins de récidives, justement. Et je me demande quel accompagnement psychothérapeutique vous avez connu depuis l'âge de 17 ans. Psychologue et psychiatre. Et quel genre parce que vous savez bien que les psychologues, les psychiatres pratiquent souvent la psychothérapie. Toutefois, il existe plein de méthodes et d'approches de psychothérapie différentes. Et je me demande qu'est-ce que vous avez pratiqué, expérimenté pendant 20 ans d'épisodes dépressifs? Pour vous parler franchement, ça m'a en fait, j'ai appris à me connaître. C'est prétentieux, mais j'aime pas dire ça. Mais j'ai appris à me connaître tellement que finalement, ce qu'on me dit, elle va me rassurer. Par exemple, la psychologue me disant non, mais c'est normal que ça vous choque un peu, que il y a eu des choses compliquées, du vécu compliqué, comme toute personne. Mais en fait, pas d'avancement pas d'avancement. Vous voyez, ça fait 1 an et demi. Finalement, je me suis débrouillée. C'est-à-dire que si je comprends bien, Océane, psychothérapie, par contre, j'ai jamais essayé. Vous n'avez jamais essayé psychothérapie? Non. Et je pense que c'est plus approfondi. Peut-être. Enfin, ça dépend aussi des psychologues. Je m'excuse, vous êtes psychologue. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais je vois que vous analysez bien les situations. Mais justement, psychothérapie, suivant les psychologues, c'est pas facile, il y a différents psychologues. Donc, psychothérapie, est-ce que c'est pas plus approfondi? Est-ce que c'est pas une autre méthode justement de travailler? C'est-à-dire qu'il y a pas mal de méthodes différentes qui existent. Il y a quelques années, l'INSERM, rien qu'en France, on avait recensé 400 types de psychothérapie différentes, rien que pour la France. Alors, dans ces 400, je dirais, méthodes, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui sont très, très validées scientifiquement, très documentées, qui sont pratiquées en institution. Et puis, dans les 400, il y a parfois des méthodes un peu olé olé. Toutefois, sans aller jusqu'à cette extrémité, il y a vraiment des méthodes, des approches très très différentes. Il y a, pour schématiser, il y a l'approche psychanalytique, qui est encore assez présente dans pas mal d'institutions, qui consiste en une introspection aidée par son psychanalyste pour mieux comprendre ce qui se passe et puis pour tâcher d'amorcer comme ça, à travers des associations comme ça que l'on fait dans ses souvenirs, tâcher d'amorcer un processus de guérison. Ça part du principe que nous avons un esprit inconscient qui parle à travers nous, à l'insu de notre esprit lucide et conscient. Tout à fait. Et donc l'idée, c'est de faire une cure, on appelle ça une cure psychanalytique, pour déclencher une guérison. Et puis, il y a aussi, de façon très différente, depuis pas mal de temps maintenant, les thérapies qu'on appelle des thérapies comportementales et cognitives. Voilà. Où là, c'est assez différent. On travaille avec des exercices pour aider la personne, là aussi, à
à guérir, à mobiliser justement toutes ces ressources. Et puis, dans la famille des thérapies comportementales et cognitives, il y a eu plusieurs vagues. Et la troisième vague, là, depuis quelques temps maintenant, mais ça reste assez récent, il y a tout le travail qui est fait autour de la méditation dite de pleine conscience. Et il a été observé que notamment chez les patients dépressifs, ça peut vraiment aider à diminuer les symptômes et à améliorer considérablement leur état. Là, ce sont trois exemples parmi d'autres. On pourrait parler de l'hypnose. Oui, mais je vois ce que vous voulez dire. Je m'excuse, je vous coupe parce que après, ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Par contre, je ne voudrais pas vous couper. Non, je vous en prie. Mais l'hypnose, en fait, si vous voulez, j'ai tellement la maîtrise de mon cerveau que j'ai essayé 3 hypnotiseuses renommées. D'accord. Et il y en a une qui finalement m'a dit, vous devriez vous lancer, vous avez du magnétisme, vous avez quelque chose et vous devriez vous lancer là-dedans. Et j'en ai pas la force parce que je suis une éponge. Ouais. Quand je suis face à une personne, donc j'en ai pas la force. Mais bon, je le fais pour mes proches de temps en temps, mais voilà. Mais sinon, voilà, ça n'a pas marché. Mais après, ne pas désespérer, ça marche pour. Il y a plein de personnes qui ont fait ça, voilà, l'hypnose. Il y a beaucoup de choses. Vous avez combien de temps parce que vous avez vu 3 personnes pratiquant l'hypnose, si je comprends bien. Et sur combien de temps vous les avez vues chacune? 3 séances. Il y en a une 3 séances, elle m'a dit excusez-moi, je ne réussis pas. Donc c'est quelqu'un qui m'a conseillé parce qu'elle avait bien réussi. Ouais. Une deuxième, j'ai fait 2 séances et c'est là où c'est elle qui m'a expliqué que voilà, j'avais un peu de magnétisme, j'avais quelque chose. Et là, elle m'a dit, je ne peux pas prendre tout votre argent, ça ne marchera pas. Ça, c'est la troisième qui vous a dit ça, c'est ça? Voilà. Et la deuxième, c'était pareil, c'était au bout d'une séance, finalement. D'accord. De deux. D'accord. J'ai essayé la deuxième quand même. Alors, encore une fois, sans comment dire, insister sur une thérapie plutôt que sur une autre, ce qu'on peut dire par rapport à votre expérience de l'hypnose, Océane, c'est que c'est vraiment extrêmement court. 3 séances, 2 séances, même si l'hypnose fait partie des thérapies dites brèves, donc par opposition à la cure psychanalytique qui souvent s'inscrit sur plusieurs années. L'hypnose fait partie des thérapies dites brèves. Toutefois, une thérapie brève, ça ne veut pas dire une thérapie bâclée. Et il est fréquent que même dans le cadre de thérapies brèves, il est fréquent qu'un accompagnement dure 6 mois, 1 an, ça peut aller même jusqu'à 2 ans, à raison d'une séance toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc, c'est pour ça que j'avais réessayé, parce que la première personne, c'était bien passé avec quelqu'un que je connaissais, ça s'est bien passé. Moi, je sentais moins la personne. Et la dernière que j'ai vue, je la sentais très très bien. Et si vous voulez, je pense qu'elle sent, et puis moi je sens que je me force dans mon cerveau à relâcher. Et en fait, elle m'a conseillé finalement quelqu'un d'autre, un guérisseur, qui m'a apaisé. Après, voilà, faire attention aussi, comme vous dites. Vous avez lu dans mes pensées, Océane. Oui. Non, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent écouter, qui vont dire, oui, je vais voir un guérisseur, mais attention, parce que il y en a certains qui vont vous dire, mettez tous vos cachets, ou j'ai entendu des fois ça, donc surtout pas, quoi, surtout pas. Là, c'est un médecin qui peut le dire, c'est pas le guérisseur. Enfin, exactement. Je me permets. Ah oui, vous avez bien raison. Oui. Voilà. Et bon, voilà, c'était pour dire, on vit avec après. On fait en fonction. On se couche plus tôt, on fait moins de choses, on fait moins d'activités. Tant pis. On fait plus doucement. Et puis, après, on apprend à vivre avec. Je pense que vous faites une bonne description. Pour peut-être avant de conclure, on n'a pas fait tout le tour, Océane. Je vous ai entendu parler de la médecine du travail. Donc, je comprends que vous soyez angoissé, que ce que vous puissiez dire se retourne contre vous. Toutefois, vous savez bien qu'un médecin est tenu au secret professionnel, le secret médical, et vous pouvez lui parler librement. Et ça n'est pas un médecin ne rapportera pas à votre employeur ce que vous avez pu lui raconter. Normalement.
entre guillemets. Je me permets de préciser. Oui. Non, mais voilà. Oui, c'est. Oui, là, je me permets de. Oui, non, mais enfin. Mais bon, c'est vrai que quand, comme normalement, légalement, juridiquement, déontologiquement, enfin, on peut rajouter bien des adverbes. Ça, voilà, ça, c'est très très important. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement important, hein, bien sûr. Hein. Et c'est vrai que je me dis, si j'annonce que je prends du Tranxène, je prends 10 le matin, 10 midi, bon, plus le reste, hein, et 20 mg le soir. De toute façon, même si on en prend 5 mg, on a interdiction de conduire. Comment va réagir le médecin du travail? Qu'est-ce qu'il va me dire? Elle va me dire, vous êtes inapte. Ça dépend. Si vous êtes chauffeur routier, là, c'est vrai que ça pose un vrai problème de toute façon. Pas, mais si vous n'êtes pas payé pour conduire, là, il y a, je veux dire, ça, voilà. Oui, il n'y a pas de. Non, prenez des médicaments, voilà. Bon, ça arrive à plein de gens très bien. Et c'est, je veux dire, évidemment qu'un conducteur d'engin, là, c'est vrai que ça le mettrait en danger de toute façon. Hein. Donc là, c'est important, voilà. Mais si votre job n'est pas, comment dire, ne consiste pas à conduire, vous pouvez évidemment, de toute façon, quelle que soit la situation, il me semble que vous avez de toute façon toujours tout intérêt à parler en toute transparence à votre médecin du travail, même si je vous rejoins par rapport à votre employeur. C'est vrai que de toute façon, la maladie est souvent mal tolérée dans l'univers professionnel, ce qui est un scandale, évidemment. Hein, simplement, hélas, ça ne concerne pas que la dépression. Hein, la maladie est mal vue dans l'univers professionnel, simplement parce que l'univers professionnel est très normatif. Hein. Il faut être normé, il faut être dans le cadre, dans la norme, et bien sûr que la maladie dérange, et en même temps, là aussi, hein, vous le savez bien, il est interdit de discriminer quelqu'un professionnellement, entre autres, de par son état de santé. Hein, c'est interdit, ça ne se fait pas. Oui, je sais, mais bon, entre eux, ils s'appellent, ils le savent. Oui, bien sûr, mais c'est grave. Et à ce moment-là, il y a des recours. Enfin, le droit du travail, ça existe. Je sais bien que c'est une formule facile à dire. Hein, non, mais il n'y a pas de preuve. Mais il n'y a pas de preuve. Ça ne veut pas dire que c'est simple et que c'est facile. Hein. Pour autant, c'est essentiel de ne pas laisser passer ce genre d'infraction au droit du travail, parce que c'est très grave. Oui. Moi, je dis, continue ma vie, j'essaye de positiver quand je peux. Des fois, il y a des larmes, et c'est pour dire à d'autres personnes aussi, c'est difficile, il y a des moments, des passages très difficiles que je connais dans mon entourage. Et donc, il faut pas désespérer, parce qu'il y a toujours une issue, et s'ils consultent quelqu'un, qui voient leur médecin, s'ils ont confiance en leur médecin traitant, ainsi de suite, psychologue et tout, il n'y a pas de raison, ça aide. Moi, je vous dis, parce que ça fait 20 ans et que ça devient lourd, mais on peut apprendre à vivre avec. Et puis c'est vrai que c'est très positif votre retour au Saint-Moment, mais je vous en prie, ça fait du bien pour les personnes qui écoutent, quoi. Oui, bien sûr. C'est positif, parce que je vois bien comment évoluent certaines personnes, et ça me fait plaisir. Et il faut le temps, il faut prendre le temps, il faut savoir s'arrêter. Des fois, on me dit non, je ne me mets pas en arrêt, j'ai honte. Non, on se met en arrêt, on stoppe, et après on repart plus fort. Mais écoutez, ça fait du bien d'entendre ça. Vous démarrez votre prochain travail quand, Océane ? Le 30 août. Le 30 août, d'accord, à la fin du mois. Voilà. Écoutez, vraiment, ça me fait plaisir pour vous, et c'est vraiment admirable, vous avez raison, c'est un beau message d'encouragement pour toutes les personnes qui connaissent effectivement cette maladie. Voilà, exactement, oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais c'est vrai, hein, j'en ai connu même dans les cliniques, dans les hôpitaux, ils repartent, et faut savoir s'écouter, faut savoir se soigner, et accepter d'ailleurs, parce qu'il y en a qui, c'est pas facile, dans leur entourage, ils acceptent pas forcément, mais il faut penser à soi et dire, merci beaucoup, Océane. On termine bien cette première heure grâce à vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée. À bientôt.
il accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1. Et nous continuons cette libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Vous nous appelez au 39 21. Lauriane et Thomas sont là, qui accueillent vos appels avec bienveillance et toujours une extrême délicatesse. Avant de prendre Isabelle en ligne, quelques réactions par SMS concernant Océane, notamment une réaction de Daniel, qui dit que lui aussi, il connaît la dépression depuis longtemps et qu'effectivement le monde du travail est souvent difficile. Nous allons prendre Isabelle en ligne. Vous continuez de nous appeler au 39 21. Vous appelez Lauriane et Thomas, puis bien sûr vos réactions par SMS au 7 39 21. Commencez vos messages par le mot nuit. Et nous retrouvons sur Europe 1. Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous retrouvons tout de suite Isabelle en ligne. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Jean. Comment allez-vous ? Ça peut aller. Ça peut aller. Bon, oui. Déjà, je voulais donner mon témoignage en disant que j'étais complètement bouleversée par le drame qui s'est passé à Gênes. Voilà. C'était mon petit message. Ah oui, le drame de Gênes, quelle horreur. Oui. Bien sûr. Ça m'a bouleversée. Bah oui, mais je pense que je vous comprends. Bah oui. Oui, tout à fait. Donc je tenais à le dire, ça me tenait à cœur. Voilà. Voilà. Par contre, j'ai un peu de mal à parler. Prenez votre temps, Isabelle. J'ai bien compris que vous êtes bouleversée par le drame de Gênes, et je pense que je vous comprends. Et peut-être il y a aussi autre chose que vous auriez aimé aborder ce soir. Oui, alors justement, c'est le problème que j'ai. J'ai entendu d'autres personnes qui ont témoigné, qui sont également pas trop bien, on va dire. Oui. Je suis également dans le même cas, dans la mesure où j'ai 56 ans. J'ai perdu mon mari il y a 9 ans, il avait que 47 ans. D'accord. Il est mort d'un cancer foudroyant. Il a été emporté en 3 semaines. Voilà. Ah oui. À mon travail, mes collègues le savent. Mais, comment dirais-je, elles connaissent ma vie actuellement, c'est-à-dire que je n'arrive pas à refaire ma vie, c'est absolument impossible. Il est toujours présent, c'est une douleur insoutenable. D'ailleurs, je suis sous calmant également. Le problème que j'ai envers ces personnes que j'apprécie, qu'elles mettent au-devant de moi leur vie personnelle. Elles n'arrêtent pas de parler de leur mari, leurs enfants, leurs vacances. Même encore aujourd'hui, une collègue m'a montré des photos qu'elle avait faites en Sardaigne avec son mari, ses enfants. La deuxième fait pareil. J'ai l'impression que ou elles ne me comprennent pas,
ou alors elles veulent me faire souffrir. Je sais plus où j'en suis là, je suis perturbée. Voilà. J'entends bien la question que vous vous posez, hein, de dire est-ce que c'est qu'elles ne me comprennent pas, ou est-ce que c'est qu'elles font exprès finalement pour me faire souffrir, et dans le fond, qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Et je sais pas. C'est pour ça que vous je ne savez appelle. Pas. Je ne sais pas, parce qu'en plus, elles savent que non seulement j'ai perdu mon mari, et elles savent également que je n'ai pas pu avoir d'enfant, puisque j'ai une maladie qui m'a rendue stérile, malheureusement, à l'âge de 20 ans. Ouais. D'accord. Alors, écoutez, votre question, Isabelle, évidemment que ni vous ni moi n'en savons rien. Hein, l'intention de vos collègues, ça, nous ne pouvons pas la connaître. Hein. On ne peut faire que des hypothèses, que des suppositions. Et l'idée que je vous propose d'envisager, Isabelle, et on a démarré notre échange là-dessus, on a démarré notre échange sur le drame de Gênes. Oui. Et c'est vrai que c'est effrayant. Je crois le bilan pour le moment, j'espère qu'il est définitif, est de 39 morts. Des personnes qui sont mortes de façon évidemment très subite, épouvantable. On a vu dans les journaux ces quatre jeunes Français. Bon, on en a plus parlé que les 35 autres personnes, parce que voilà, ils étaient partis de France pour aller à un festival de musique, extrêmement jeunes, hein, je crois 19 ans, 20 ans. Bon. Et donc évidemment que pour les familles de ces 39 personnes, la vie ne sera plus jamais la même. Ça, c'est sûr. Et vous, Isabelle, de ce que j'ai compris, votre mari est décédé il y a 9 ans de façon très subite. Oui. Un cancer qu'on appelle foudroyant. Oui. C'est-à-dire qu'il allait bien et puis 3 semaines après, il n'était plus là. Donc, voilà, vous avez vécu un drame personnel. Il n'avait que 47 ans. Il n'avait que 47 ans. Oui. Et donc, à l'instar de ces 39 personnes, pour vous aussi, voilà, la vie vraiment a basculé dans autre chose il y a 9 ans. Et ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est que bien sûr, l'entourage, en l'occurrence les collègues, s'en rendent compte généralement sur le coup. Donc, bien sûr que les personnes, généralement, bien font preuve de tact, de délicatesse au début. Et puis, ce qui est terrible, c'est que... Alors, excusez-moi, alors là, j'ai occulté une information dans la mesure où, lorsque j'ai perdu mon mari, ces 2 collègues n'étaient pas encore... Ah voilà, elle n'était pas là en plus. Ah oui. Voilà, bien elle sûr. n'était pas là. Voilà. Donc en plus, elle n'était pas là, donc elles ne sont peut-être même pas au courant. Bon. Et donc, si vous voulez, elles le sont. Bon, en tout cas, elles ne vous ont pas vu sous le choc. Elles connaissent ma vie. De temps en temps, je leur dis que je suis pas bien, que ma vie, elle est brisée quelque part. Puis le mari, j'ai pas eu la chance, comme je vous ai dit, d'avoir d'enfants. Et pourquoi elles mettent en avant leur vie, leur mari, leurs enfants. Elles connaissent ma situation. Elles doivent bien s'imaginer que ça me fait du mal quelque part. Je ne comprends pas. L'idée que je vous propose, Isabelle, encore une fois, puisqu'on n'en sait rien, c'est d'envisager une autre possibilité, encore une fois, que quand on est dans son chagrin, quand on est sous le choc, bien sûr qu'on aimerait que l'entourage fasse preuve de tact et de délicatesse. Et là, ce n'est pas toujours le cas. Non, c'est pas ce que je demande. Oh non, grand Dieu, non. Non, mais qu'elle soit un peu plus discrète. Oui, c'est une autre façon de décrire le tact et la délicatesse. Hein, quand faire preuve de tact, c'est ce que vous demandez. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous n'avez plus de mari, vous êtes veuve, donc vous aimeriez que vos collègues évitent de montrer leurs photos de vacances avec leur mari, leurs enfants devant vous, ou en tout cas évitent de vous les montrer. Non, pourtant je
je reste, comment dirais-je, conviviale, je rigole par rapport à ce qu'elle me montre. Et bien qu'elle connaisse ma souffrance, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous êtes convivial et que vous rigolez devant elle, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle connaisse votre souffrance? Une carapace. C'est une carapace que j'ai sur moi. Quand je rentre chez moi le soir, Oui. je suis malheureuse, quoi. En fait. Je pense que je comprends bien, Isabelle. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que je vous entends dire que devant vos collègues, vous rigolez, hein, vous êtes plutôt jovial. Une force, oui. Voilà, vous vous forcez, c'est une carapace. Et en même Voilà, temps, je vous entends me dire que vos collègues sont au courant de votre souffrance. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elles sont au courant de votre souffrance, puisque précisément... Je leur ai dit, elles le savent. Oui. Alors vous ne leur dites pas quand vous riez devant elles. C'est à un autre moment que vous leur dites. Puisque je vous entends me dire que devant elles, vous riez, vous avez une carapace. Je ris. Enfin, quand je dis je ris, mon Dieu, c'est un bien grand mot. Alors là, je vais avoir du mal à vous comprendre, Isabelle. Si vous me dites je ris, moi je comprends qu'Isabelle rit. Alors si ce n'est pas ça, j'ai besoin que vous puissiez préciser ce qui se passe alors. Disons que le problème que j'ai là où j'habite, je ne vais pas dire où j'habite, c'est un département où les gens sont très difficiles. Ils ne sont pas altruistes du tout. Ils ne pensent qu'à eux. Et moi, je n'ai pas vécu ça. J'ai reçu une éducation, je pense, correcte. Des fois, je leur lance des pics, on va dire, en leur disant, vous avez de la chance. Vous, quand vous rentrez le soir, si vous avez un problème, vous avez votre famille. Moi, je suis seule. Je suis toute seule pour me gérer. Elles l'entendent, mais elles n'ont aucune empathie pour moi. Aucune. Et ça me fait du mal. Alors, dans ce que j'entends, Isabelle, bon, il y a plusieurs choses. Hein. Oui. Si vous voulez bien, hein, qu'on analyse un peu ce qui se passe. Hein. La première chose, bon, c'était cette question hein, que vous posez, qui est de dire, voilà, moi je comprends pas, quand mes collègues me montrent leurs photos de leurs vacances, avec leur mari, avec leurs enfants, elles connaissent ma situation, je me demande si elles ne se rendent pas compte, ou alors si elles font exprès pour me faire du mal. Moi, ce que je vous propose, Isabelle, hein, comme façon dans les choses, c'est de partir du principe qu'elles ne font pas exprès. Hein ? On n'en sait rien, ni vous ni moi. Et dans ces cas-là, quand on n'en sait rien, plutôt que de se poser la question de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est plus utile de se poser la question de savoir si ça va être utile ou pas utile. Il est plus utile de vous dire que vos collègues ne font pas exprès de vous faire de la peine, plutôt que de se dire le contraire. Est-ce que vous me suivez par rapport à ça? Oui, bien sûr. Hein? Oui. Parce que vous comprenez, la personne qui se dit que les autres font exprès de lui faire du mal, déjà, dans sa tête, finalement, elle évolue en environnement hostile, vous voyez. Donc, c'est pas bon pour le moral et c'est pas bon pour développer, je dirais, les comportements nécessaires pour changer la situation. Hein? Donc, ce que je vous propose, Isabelle, si c'est OK pour vous, si c'est possible, c'est de partir du principe, quand une personne fait une réflexion qui vous fait de la peine, c'est de partir du principe qu'elle n'a pas fait exprès, cette personne. Parce que d'abord, elle n'a pas de raison de chercher à vous faire du mal. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vous comprends.
Mais... Est-ce que vous aimez faire du mal autour de vous? Oh non. Non, hein, non, non, hein. Non. Alors, je vous propose l'idée qu'il n'y a pas de raison, les personnes autour de vous, il n'y a pas de raison qu'elles aient envie de vous faire du mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison. N'est-ce pas? Bon. Alors, Oui, parce qu'en plus, elle me donne mon petit surnom par rapport à mon prénom. C'est vrai que, comment dirais-je, oui, je comprends d'autant plus ce que vous me dites. J'ai mon petit surnom quand même. bon. Donc ça, déjà, c'est une première étape. Je suis sur, comment dire, excusez-moi, je vous coupe la parole. Je suis sur toujours sur une immense souffrance intérieure et peut-être que j'analyse, effectivement mal leur réaction. Ah, ça me semble être une bonne analyse, ça, Isabelle. Ouais. Ça, je pense que vous mettez le doigt dessus. Ouais. Je crois que vous avez fait une bonne analyse. Vraiment, là, je vous rejoins. C'est que ces personnes, vraiment, elles n'ont aucune raison de vouloir être méchantes avec vous. Elles ne se rendent pas compte. Et c'est vrai que vous êtes tellement dans le chagrin encore, tellement sensible, que peut-être ça jette le trouble dans votre esprit. Effectivement. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai que je suis une personne, on va dire, une personne sensible, exacerbée, on va dire, carrément. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que des fois, tout prend des proportions qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Oui. Alors là, déjà, on fait une première étape. Donc effectivement, ces personnes ne vous veulent pas de mal. Donc simplement, elles font preuve de maladresse. Et là, on arrive à la deuxième étape, c'est que je vous entends parler de carapace, et peut-être que finalement, peut-être que cette carapace est contre-productive. C'est-à-dire que finalement, à la fois, je pense que je vous comprends, de chercher quand même à montrer une figure, voilà, plutôt souriante, et en même temps, si vous ressentez du chagrin, si vous ressentez de la peine, si vous avez envie justement que les comportements autour de vous changent, peut-être la meilleure façon, c'est de le dire, c'est de l'exprimer. Alors, j'attendais ce point de vue, puisque j'en ai parlé avec elle, avec ces différentes personnes. Et là, je sentais qu'il y avait un recul vis-à-vis de moi. Oui. Voilà. Ça voulait dire qu'en fait, ok, tu as tes problèmes, tu as tes souffrances, on t'apprécie, mais stop, tu arrêtes là. Et alors, là, on a... Oui. Excusez-moi, oui. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Parce que, oui, effectivement, cette démarche est déjà faite. Et là, j'ai vraiment ressenti, oui, le phénomène de recul. C'est-à-dire, t'as pas à te plaindre, finalement, ta vie, on s'en fiche, quelque part, vous voyez, c'est très intense. Vous voyez. Donc, je ne sais plus comment me comporter au travail maintenant. Ben, c'est-à-dire que là, on arrive sur un autre point, oui. Isabelle, qui est un point important. Donc, on a ce premier point, donc bon, que voilà, les personnes ne vous veulent pas du mal, évidemment. Elles n'ont aucune raison de vouloir du mal. Deuxième point, on dit, bon, ben, à ce moment-là, peut-être, c'est d'exprimer vos attentes, ce que manifestement vous avez fait, et comme vous n'avez pas le retour que vous aimeriez obtenir, on arrive au point suivant, qui est la question de peut-être d'aller voir un professionnel pour trouver peut-être le soutien que vous ne trouvez pas auprès de vos collègues. Là, je vous entends me dire que ça fait 9 ans
que votre mari est décédé, 9 ans de chagrin, 9 ans d'une douleur très forte, même si bien sûr, on en parlait tout à l'heure, le chagrin, hélas, reste, toutefois il se transforme avec le temps, pour que petit à petit la vie reprenne, malgré le chagrin. Et là, j'ai le sentiment, quand je vous entends Isabelle, que la situation émotionnelle est restée figée il y a 9 ans. Oui, je pense que vous avez raison. Oui. Et ça n'est pas satisfaisant pour vous? Qu'est-ce que vous avez tenté, je dirais d'un point de vue professionnel, avec des psychologues, des psychothérapeutes durant ces 9 ans? Alors, j'en ai déjà vu plusieurs. Oui. Ça vous a fait du bien un petit peu? Oui, mais en fait, ça tournait toujours en boucle, quelque part. Donc, c'est sûr qu'on m'a apporté une certaine sagesse au niveau de la continuité de ma vie. Mais au bout du compte, je me retrouve au même point, quelque part. Donc, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. C'est-à-dire que là, manifestement, pardon d'employer ce mot, vraiment, voilà, c'est une tarte à la crème, en psychologie. Maintenant, voilà, on ne peut pas ne pas le dire. Vous avez du mal à traverser ce deuil. Et c'est vrai que, d'après plusieurs psychologues, on peut distinguer 5 étapes dans le processus de deuil. Et hélas, nous sommes tous amenés dans une existence à vivre un deuil ou même des deuils. Ça peut être bien sûr la perte d'un être cher, vous avez perdu votre mari, et puis faire le deuil, parfois c'est faire le deuil de quelque chose, faire le deuil d'un emploi, faire le deuil même de la santé, on parlait de maladie tout à l'heure. Et il y a 5 étapes qu'on distingue dans le deuil. Il y a d'abord une étape de déni, qu'on se dit c'est pas vrai, c'est pas possible, on ne peut pas le croire. Et non, je ne suis pas dans le déni. Non, là, vous n'y êtes plus, manifestement. Il y a ensuite une étape de négociation. On essaye de négocier, c'est-à-dire que finalement, voilà, on va réussir à faire finalement comme avant. Et puis, cette étape de négociation est suivie par une étape de colère, parce qu'on trouve ça tellement injuste. Et puis, l'étape de colère est suivie par une étape de tristesse, de chagrin, manifestement. J'ai le sentiment que peut-être, Isabelle se retrouve bloquée dans cette étape de chagrin, de tristesse, et a du mal à passer à la 5e étape, qui est ce qu'on appelle l'étape d'acceptation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sort de cette phase de chagrin aigu pour accepter cette réalité nouvelle, et c'est ce qui permet de laisser la vie, je dirais, revenir. C'est comme un jardin, n'est-ce pas? Cette étape, je ne l'ai toujours pas franchie. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait quand même 9 ans, je ne comprends pas d'en être toujours à ce niveau-là. Je ne me reconnais plus. C'est-à-dire, alors là, pour le coup, Isabelle, les trucs de psy, généralement dans ces cas-là, c'est d'abord de ne pas vous juger. De justement, on en parlait en introduction de cette libre antenne, de vous respecter dans cette difficulté que vous connaissez à sortir de cette étape, parce que le jugement, et notamment l'auto-jugement, les jugements qu'on porte sur soi-même, ça n'aide pas à améliorer les choses. Donc de vous respecter et accepter cette difficulté. Accepter n'est pas renoncer, au contraire. Accepter, c'est précisément faire déjà un premier pas vers le changement. Et puis, je vous souhaite, Isabelle, de réussir effectivement à traverser cette étape et à accueillir à nouveau la vie. Il y a une dame, une auditrice, Catherine, qui
qui demande très gentiment par SMS, elle dit qu'elle vous entend partager la peine du drame de Gênes, elle vous comprend, et elle se demande finalement ce qui vous empêche de partager aussi la joie de vos collègues quand elles sont heureuses. C'est intéressant comme question. Oui, c'est ambigu quelque part. Et je la partage et je la partage pas. C'est très ambigu. C'est très très particulier dans ma tête. Oui. Ouais. Comme vous dites, j'ai du mal à franchir la 5e étape. Oui. Oui, là manifestement, bon, mais il faudrait peut-être creuser. Je remercie cette. Oui, parce que c'est vrai que c'est intéressant comme point de vue de dire c'est vrai. On est touché, on a de l'empathie, les personnes qui souffrent, on partage la peine, c'est vrai. Et en même temps, c'est vrai que ça fait du bien aussi parfois de partager la joie, de se réjouir du bonheur d'autrui, même quand on est dans le chagrin, si c'est possible, parfois de réussir à dire voilà, au moins, voilà, je vois cette personne qui est heureuse, ça fait plaisir. Oui, vous avez tout à fait raison. Je vous dis encore une fois, c'est complètement ambigu dans ma tête. Et je partage, et d'un autre côté, j'en souffre. C'est-à-dire que j'ai l'impression, hein, dites-moi ce que vous en pensez Isabelle, on parlait de la colère tout à l'heure, il y a un sentiment d'injustice peut-être qui reste encore. Si je peux me permettre, excusez-moi, j'ai l'impression que je suis le serpent qui se mord la queue quelque part. Voyez-vous ? Oui. C'est un peu mon ressenti. Je tourne en rond. Je ne sais pas quel déclic je pourrais avoir pour sortir de cette souffrance extrême, alors que je voudrais tellement en sortir, et je n'y arrive pas. Ou alors j'ai l'impression que je l'interdis, c'est possible, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi penser. Oui. Là, Isabelle, ce qui serait bien, effectivement, c'est de trouver quelque chose, même, je dirais, de façon très, très concrète, très, très pratico-pratique, quelque chose qui puisse débloquer un peu la situation. Je ne sais pas, depuis le décès de votre époux il y a 9 ans, est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous êtes toujours au même endroit? Comment ça se passe? Vous êtes au même endroit, toujours? Ouais. Mais j'ai changé beaucoup de choses. Hein. Ouais. À l'intérieur, oui. Je refais un peu de décoration, voyez-vous. Voilà. Alors, j'ai des animaux. Et bon, j'imagine que des rencontres en 9 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Disons que j'aurais eu l'occasion de refaire ma vie 2 fois. D'accord. Alors, il se trouve que c'était des amis que je considère toujours comme des amis. Et je leur ai dit non, je ne peux pas. Il faudrait que je rencontre quelqu'un pour tourner la page, ne pas retomber dans le cercle de ces 2 amis qui me feraient repenser à mon mari. Il faudrait que je reparte sur un terrain neutre pour vraiment avancer. Je crois que ce serait ça. C'est une idée intéressante, hein, tout ce qui peut vous aider, Isabelle, en douceur, hein, à aller vers la vie, vers l'extérieur, hein, parce que là, vous êtes bloqué dans la tristesse. La tristesse, émotionnellement, c'est quelque chose qui va à l'intérieur de soi. On se replie sur soi, en même temps, c'est nécessaire, on en a besoin pour guérir, pour digérer. Là, manifestement, ça bloque à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que tout ce qui peut vous aider en douceur à vous ouvrir sur l'extérieur, effectivement, vous ouvrir sur de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, de nouvelles activités, de nouveaux lieux, de nouveaux espaces, eh bien tout ça, c'est vrai que ça irait plutôt dans le bon sens, justement, de vous aider à sortir délicatement de ce gouffre de tristesse.
Je pense que c'est une bonne idée que vous avez là. Ouais. Effectivement. D'accord. En tout cas, je remercie encore l'auditrice qui est intervenue pour moi. C'est très gentil de sa part. Oui. Oui, écoutez, manifestement, elle a été touchée par votre témoignage. Et en plus, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça aussi, ça va dans le sens de l'ouverture. Si vous pouvez réussir en douceur, j'entends bien que c'est un peu confus dans votre esprit. Bon, en même temps, voilà, c'est important de respecter cette confusion. Encore un peu. Toutefois, voilà, quand vous réussissez à vous réjouir, même pour des choses toutes simples, pour les autres et aussi pour vous, de vous autoriser. C'est important, ça aussi, de vous autoriser à voilà, des petits plaisirs, des petits bonheurs tout simples. Ça, c'est un conseil d'un autre auditeur, de réussir comme ça, de vous autoriser à apprécier des petites choses, à retrouver une certaine forme de joie. Petit à petit, ça va orienter votre cerveau vers quelque chose de plus satisfaisant, de plus doux et de plus agréable pour vous. Ça va être dur, mais bon. Je suis vos conseils et les conseils des deux auditeurs. Je vais me faire violence. En douceur. Violence en douceur à ce moment-là. En douceur, d'accord. Oui, absolument. Voilà. Ça fait plaisir de terminer sur cette note positive alors. Oui. Merci beaucoup. Merci Isabelle pour votre appel. Merci pour m'avoir écouté. Merci. Et encore aux deux auditeurs. On les remercie infiniment. de votre part. Merci Isabelle. Bonne fin de soirée. À vous aussi. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous retrouvons Sophie qui a fait le 39-21 pour nous joindre. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Comment allez-vous ? Écoutez, je voulais juste un conseil. D'accord. Avant, je voulais vous dire que j'ai écouté attentivement Isabelle, Oui. qui est très bouleversée par la catastrophe du pont Morandi à Gênes. Oui. Qui est très bouleversée par plein de choses pour elle. Oui, merci de le dire, Sophie. Non, ne me dites pas merci parce que je suis très très fâchée. Ah, contre oui. Qui, contre quoi, Sophie, dites-moi. Contre Isabelle. Ah bien, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Elle est très bouleversée par l'effondrement du pont. Oui. Et puis elle est très très triste de tout ce qui lui arrive. Mais l'effondrement du pont, c'était il n'y a pas longtemps. C'est catastrophique, c'est sûr. Mais tous les petits enfants qui meurent de faim dans le monde tout le temps, elles seraient peut-être bien plus actives à y penser et à faire quelque chose. Alors vous savez, Sophie, pour eux, plutôt que pour tout ce qu'elle se plaint pour elle, de ces gens qui lui veulent du mal et je sais plus quoi. Mais attendez, mais elle pense qu'à elle. Non, mais c'est pas possible. Alors, c'est pas possible. Sophie, juste vous rappeler que nous avons pour principe sur la libre antenne de ne pas juger qui que ce soit. Non, je donne juste mon avis parce que ça fait 25 minutes que je l'écoute et que je boue intérieurement. Oui, j'entends bien, vous êtes très en colère. Simplement... Il y a tellement, si elle veut faire quelque chose, qu'elle s'occupe ou si elle a de l'argent, qu'elle donne de l'argent pour les petits-enfants qui meurent de faim partout dans le monde et à côté de chez nous, à nos portes. Comment ça se fait que vous soyez tellement en colère, Sophie ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, parce que je l'ai trouvée tellement... Non, je pense pas que cette colère... Non, Sophie, je ne pense pas que cette colère... Je ne pense pas que cette colère soit tout d'un coup sortie du chapeau par rapport à une personne que vous avez entendue à la radio. Je pense qu'il y a autre chose pour que cette colère, comme ça, tout d'un coup sorte. Qu'est-ce qui vous met en colère en ce moment dans votre vie, Sophie ? Dites-moi. Ah non, rien, justement. Moi, je rien voulais vous met en demander colère ? Comment accéder à une médiation pour éviter une confrontation ou un truc en justice, etc. Comment on fait pour joindre un médiateur ? Qu'est-ce qui... Dans un conflit quelconque, je veux dire, bon, moi, c'est personnel, mais c'est toujours personnel, vous allez me dire, quand on a besoin d'un médiateur. Mais c'est justement pour ne pas en arriver
à quelque chose de violent ou de brutal ou de récriminatif, etc., etc. Qu'est-ce qui vous conduit à envisager un médiateur, Sophie, dans votre existence, dites-moi? Ce qui me conduit, c'est justement éviter toute confrontation ou rapport violent par l'intermédiaire, je sais pas moi, d'un juge, de la justice, Vous aimeriez éviter... de règlement de problèmes, Vous voilà. aimeriez éviter un rapport violent avec qui? Avec deux personnes de mon entourage qui sont assez violentes et contre qui je ne réagis pas. Et bon, il va falloir quand même que j'essaye de solutionner cette violence. Et je voulais savoir juste comment on pouvait joindre ou qui avoir un médiateur de... qui Je sais pas si on dit médiateur de justice ou médiateur tout court. Ça dépend des situations. Quelles sont ces personnes autour de vous, Sophie? Ce sont des personnes assez égoïstes, mais je vais pas raconter ma vie, c'est pas le but. Ce n'est pas le but? C'est pourtant le principe de l'émission, Sophie. Ben oui, le principe de l'émission, c'est aussi que vous donnez des très très bons conseils tout le temps, vous et Sabrina et Sophie Betters. Et je me suis dit, tiens, s'il y a quelqu'un qui peut bien me dire comment joindre un médiateur pour rester dans quelque chose de calme, c'est bien cette émission. Oui, simplement, Sophie, le principe de la libre antenne, c'est qu'on aborde la psychologie des individus et des situations. Oui. Hein? Et là, pour faire de la psychologie, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et là, j'ai trop peu d'éléments, vous comprenez, à ma disposition. Alors, je vous entends, et je vous le dis en douceur, Sophie, je vous entends extrêmement jugeante vis-à-vis de la personne qui a eu le courage d'appeler tout à l'heure, en l'occurrence Isabelle. Attendez, parce que d'habitude j'écoute la radio, mais là, l'avoir à l'oreille sur mon téléphone... D'ailleurs, j'en profite pour justement parler des réactions par SMS. Des personnes ont réagi au 7 39 21 pour soutenir Isabelle, voilà, pour lui dire que, voilà, lui souhaiter courage, pour vraiment lui souhaiter de s'en sortir. Et vous, Sophie, je vous entends très très jugeante vis-à-vis de cette dame. Oui, parce que je pense qu'elle s'en sortira mieux en s'occupant des gens plutôt que de ramener toutes les catastrophes sur sa pauvre tête. Je vous entends très très jugeante vis-à-vis de cette dame que vous ne connaissez pas. Ah oui, c'est sûr et je vous entends dans une demande... Les propos ont été très choquants pour moi. vous entends dans une demande qui cherche à éviter la violence. Et je dois vous le dire, Sophie, pour vous aider, j'entends beaucoup de violence dans votre réaction. J'entends une dame qui est très jugeante, qui est très violente et qui ne réussit pas à s'ouvrir, puisque je vous entends donner des renseignements, des informations extrêmement vagues sur votre situation. Lauriane et Thomas m'ont dit ce qui vous amène, ce qui vous a fait décrocher votre téléphone. Vous n'en parlez pas, donc si vous voulez, par respect pour vous, je n'en parlerai pas non plus. Simplement, je regrette pour vous que vous soyez si jugeante et si violente. Alors, je vous souhaite de tout mon cœur que la situation s'arrange, évidemment. Vous envisagez un médiateur, je pense que c'est une bonne idée. Toutefois, vraiment, je vous souhaite de balayer devant votre porte en douceur, Sophie, parce que c'est quand même le meilleur moyen de donner le bon exemple pour que les personnes autour de vous s'assouplissent également. Et je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit, Sophie. Merci pour votre appel. Et nous enchaînons avec Claire. Bonsoir Claire. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais bien. J'avais envie de vous contacter parce que j'ai eu un parcours sinueux dans ma vie. J'ai 42 ans. D'accord. Et j'ai souffert d'anorexie pendant plus de...
à l'âge de 14 à 28 ans, je dirais. D'accord. Et puis, quand ma sexualité a commencé, j'ai profité. Hein, j'ai profité, tout allait bien et je suis tombée amoureuse d'un homme quand j'avais 38 ans. D'accord. C'était le premier de ma vie. Et Votre premier amour, hein, votre vrai grand amour. vraiment le premier avec lequel je partageais une vie commune, en fait. Extra, d'accord. Voilà. Et en fait, au bout d'un an et demi, on a appris qu'il avait un cancer et en 3 mois, il a disparu. Ah. Bon, évidemment, ça a été plus qu'un choc. Hein. On peut pas nommer ces choses-là. Mais j'ai tout de suite écrit. J'ai tout de suite écrit. Il y a des forums qui sont formidables. Notamment, j'engage tous les gens qui sont confrontés au deuil à partager sur un site qui s'appelle Les mots du deuil. D'accord. Et j'ai partagé mon ressenti, voilà. Et quelques mois plus tard, il est mort en juin. Au mois de novembre, un homme m'a contacté par ce site-là. Par le forum, d'accord. Par ce forum-là, oui. En me disant que mes mots le touchaient. Et en fait, nous nous sommes rencontrés très vite. Il avait 3 enfants, il était marié depuis 19 ans, sa femme était morte depuis peut-être 3 semaines, 1 mois. D'accord. Et nous nous sommes rencontrés très très vite. Mmh. Et tout de suite, ça a été une évidence d'amour. C'était une rencontre exceptionnelle, une rencontre miraculeuse, une rencontre je ne sais pas comment dire. En tous les cas, on s'est reconnus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec les 3 enfants qu'il a, c'est extrêmement difficile. J'essaye par tous les moyens d'aller vers eux. La plus petite et le second, tout va bien. C'est la plus grande qui a 17 ans aujourd'hui et qui est qui est pour moi, qui me dit tu as une pancarte, tu es là, voilà, ma mère est morte. Et j'ai beaucoup de mal à vivre cela dans la mesure où... Quelle pancarte, Claire? Attendez, je ne vous ai pas comprise. En fait, Zofia, la plus grande, Oui. me dit que moi, quand elle me voit, la pancarte, c'est maman est morte. Ce que je comprends absolument, bien sûr. Mais est-ce que je n'arrive pas à communiquer avec elle, par exemple, c'est vraiment une douleur pour moi qui est très très forte, quoi. Enfin, voilà.
Ça fait combien de temps que vous avez rencontré cet homme? 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi maintenant. Et lui venait de perdre son épouse 3 semaines avant, quoi. Ah, voilà. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Vous vivez... Je vis entre chez lui et Paris, où j'ai encore mon appartement. D'accord. Voilà. Vous ne vivez pas ensemble encore, hein, pour le moment. Bah, la majorité du temps, on vit quand même ensemble. Vous êtes très souvent chez lui, Oui, c'est ça? oui. Et comme j'ai un métier, voilà, de comédienne, c'est très difficile pour moi de me insérer dans une région que je connais pas et voilà. Là, si je comprends bien, votre souci majeur, outre les questions professionnelles, c'est un souci de relationnel avec les enfants de votre ami. Avec une enfant. Surtout l'aîné, d'accord. Oui. Avec les 2 autres, vous diriez que c'est OK. C'est OK. D'accord. Au moins, on arrive à parler. D'accord. Quel âge ont-ils, les 2 autres? 14 et 12. 14 et 12, c'est garçon, fille? Alors, la plus jeune a 12 ans. D'accord. Et Félix, c'est un garçon, le 14 garçon ans. a 14 ans. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est vrai que déjà, bon, l'aîné, bon, a 17 ans, donc c'est déjà un âge difficile, hein, c'est là en pleine adolescence. Donc Oui. c'est déjà, en soi, de toute façon, déjà, ça n'est pas simple, hein. Et en plus, vous avez bien décrit la situation claire, hein. C'est vrai que ces enfants, ma foi, vivaient, si j'ai bien compris, avec leur papa, leur maman. La maman est décédée et assez rapidement, 3 semaines après, il y a eu une espèce de coup de foudre entre vous deux, finalement. Oui, c'était une évidence. C'est ça. Un coup de foudre. Ouais. C'était une évidence. Ouais. C'était pas un coup de foudre, nous nous sommes reconnus. Oui. En fait, je sais pas comment dire autrement. Non, bien sûr. Enfin, je pense que les mots sont très clairs. Maintenant, c'est sûr que qu'aimeriez-vous qu'il se passe, vous, avec cette jeune femme de 17 ans? Moi, j'ai vécu un divorce avec mes parents et je me souviens de l'empathie que j'avais envers la douleur de ma maman et de mon papa. De façon vraiment, j'avais une empathie envers mon père, j'avais une empathie avec ma maman. Je ne comprends pas comment il est possible qu'elle ne voit pas qu'elle n'ait pas vu la souffrance de son papa quand Agnieszka, la maman, est partie. Et je ne comprends pas ce rejet. Enfin, je le comprends, bien sûr, évidemment. Je le comprends psychologiquement, voilà. Psychanalytiquement. Voilà. Je comprends. Mais je fais tout mon possible pour lui tendre la main, mais c'est épidermique, en fait. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure justement avec Isabelle, hein, qui traverse un deuil très douloureux, très difficile. Elle a du mal à s'en sortir. Et on rappelait ces étapes du deuil, avec notamment l'étape de la colère. Et peut-être, hein, que cette adolescente, ma foi, est encore dans la colère, avec un sentiment d'injustice, hein, quant au décès de sa maman. Et vous savez que, justement, parfois la colère
a besoin de se décharger, de s'orienter sur ce qu'on appelle un mauvais objet. Et parce que c'est un rôle qu'on peut tenir, le rôle de mauvais objet. Et peut-être que manifestement, voilà, sa colère aujourd'hui s'extériorise sur vous. Si tel est le cas, Claire, ça ne peut être que temporaire. Cette jeune femme, va, hélas, précisément faire son deuil, même si le terme n'est pas très heureux, et vous êtes très amoureuse de son papa, et les choses devraient petit à petit s'apaiser. Simplement, là, c'est vrai que vous traversez une zone de turbulence pour elle. Elle peut voir la douleur de son papa. Vous connaissez les ados. Les ados se sentent souvent incompris, et peut-être a-t-elle le sentiment, cette jeune femme, de ne pas être comprise dans sa souffrance à elle. C'est sûr. Je regrette, Claire, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Toutefois, là, on arrive à l'issue de l'émission. J'entends. Vous êtes bienvenue. Moi, je suis là demain soir. Si vous voulez nous rappeler demain soir pour qu'on prenne le temps de terminer tranquillement, c'est tout à fait envisageable. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Claire. Moi, je vous souhaite que tout s'arrange. Et puis, ma foi, je me réjouis pour vous de cette relation, de cette belle relation que vous avez rencontrée dans votre existence. Oui, c'est vrai. Merci, Claire. Je vous souris et puis je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Vous êtes sur Europe 1, il est 1h du matin. On se retrouve, nous, demain soir à 23h pour la Libre Antenne.